6 bases militaires disparues, aucun coup de feu tiré. Qui a vraiment chassé la France du Maghreb? C'est une énigme qui dérange Paris, mais dont presque personne ne parle. Pas de guerre, pas de déclaration officielle, pas même un scandale médiatique. Simplement, 6 bases stratégiques françaises en Afrique du Nord et dans le Maghreb ont cessé d'exister. Et derrière ce retrait silencieux, un acteur avance masqué, Moscou. En moins de 5 ans, la France a investi près de 65 milliards d'euros en Méditerranée pour renforcer son influence, protéger ses intérêts économiques et affirmer son statut stratégique. Officiellement, pour sécuriser la région, soutenir le développement, offrir du savoir-faire et garantir la stabilité. Ce dispositif, pilier de la politique étrangère française depuis des décennies, devait consolider le précaré méditerranéen de Paris. Et pourtant, en 2025, tout s'écroule. Libye, Tunisie, Algérie. Dans ces 3 pays, la demande a été la même, presque mot pour mot. Les militaires français doivent plier bagages. Mais ce n'est pas le fruit d'une poussée nationaliste spontanée. Ce n'est pas non plus le résultat d'une pression brutale ou d'une confrontation diplomatique classique. Au contraire. Moscou a piloté cette opération sans jamais apparaître, en proposant aux États locaux des offres de coopération alléchantes, quasi impossibles à refuser, investissement, livraison d'armes, soutien diplomatique. À une seule condition, toujours implicite, tourner la page de la présence française. Ce coup d'audace est un modèle de guerre grise, où l'influence, la manipulation et la stratégie prennent le pas sur la force militaire. Ce n'est pas seulement la France qui vacille. Si cette méthode fait école, toute puissance reposant sur des liens historiques fragiles risque un effondrement discret de son autorité, la perte de milliards et la disparition de son rôle stratégique. Alors, comment la France, puissance historique de la Méditerranée, en est-elle arrivée à perdre sans bruit ce qui lui semblait acquis? Pour comprendre la subtilité et la portée de ce bouleversement, il faut revenir aux racines du dispositif français en Méditerranée. Le bassin méditerranéen, plus qu'une zone d'influence, une part de l'identité française. Pour comprendre l'onde de choc provoquée par la perte de 6 bases militaires en Afrique du Nord, il faut mesurer à quel point cette région est vitale pour Paris. Depuis des décennies, la France ne ménage ni ses efforts, ni ses investissements. En 5 ans, plus de 65 milliards d'euros ont été injectés dans les infrastructures, l'énergie, la coopération militaire et même l'éducation. Tout ça pour une raison très simple. La Méditerranée, ce n'est pas juste une carte sur un atlas ou une ligne de côte. Pour la France, c'est un ancrage stratégique, une extension naturelle de son territoire, un espace où se joue son destin. Les bases militaires françaises au Maghreb ne sont pas seulement des points sur la carte. Elles servent de bouclier pour l'OTAN, de plateforme logistique pour les opérations internationales, mais aussi de relais d'influence. À chaque visite présidentielle, à chaque sommet africain, Paris rappelle son attachement à la stabilité de la région, à sa sécurité. Et même si certains parlent de post-colonialisme, le pouvoir français, loin de s'effacer, s'est réinventé. Emmanuel Macron n'a pas cherché à réduire cette empreinte, il l'a modernisée. Nouveaux accords de défense, coopération renouvelée, soutien technologique, tout est fait pour que la France reste la puissance tutélaire du pourtour méditerranéen. Mais au-delà de la puissance militaire, il y a l'enjeu d'image. Perdre pied ici, ce n'est pas seulement perdre des bases, c'est voir s'effriter le statut de la France sur la scène internationale, au sein de l'OTAN, mais aussi dans sa capacité à peser face à des concurrents comme la Russie ou la Chine. La Méditerranée, c'est le carrefour des routes énergétiques, des flux migratoires, des grandes crises. L'influence française, ici, garantit des partenariats stratégiques, l'accès à des ressources clés et une place dans les négociations les plus sensibles du XXIe siècle. Alors, comment expliquer que cette architecture, apparemment solide, ait pu s'effondrer presque sans résistance? C'est là que la nouvelle guerre de l'ombre prend tout son sens. Rien n'arrive jamais vraiment par hasard dans la diplomatie. Qui tire les ficelles dans l'ombre? Dans les couloirs feutrés du quai d'Orsay, une certitude s'est imposée au fil des rapports du renseignement français. Derrière la soudaine synchronisation des demandes de retrait des bases militaires françaises, la fameuse piste russe se dessine avec une netteté troublante. En quelques mois, Paris reçoit des notes diplomatiques venues de Tripoli,
Tunis et Alger. Leur formulation, quasi identique, laisse peu de place au doute. Le message n'est pas seulement local, il est orchestré. L'analyse du DGSE révèle une mécanique d'influence bien huilée. Moscou, discrètement mais sûrement, propose à chaque État concerné une combinaison irrésistible. Investissement direct dans de grands projets, livraison d'armements de nouvelle génération, soutien diplomatique sans condition et promesse d'une coopération respectueuse de la souveraineté nationale. Tout cela, sans tambour ni trompette. Résultat ? Les gouvernements locaux peuvent présenter ces tournants comme des initiatives purement nationales. Pas de confrontation publique, pas de crise ouverte, juste une pression douce mais ferme, difficile à refuser. Prenons la Libye. Après une décennie de chaos, les autorités cherchent de nouveaux repères. La Russie, forte de ses relais dans l'est du pays, propose une stabilité en échange d'un éloignement progressif de la France. Tunisie, Algérie. Le schéma se répète, chacun avec ses blessures spécifiques, mais sur le fond, la dynamique est identique. Le rejet du passé colonial et l'affirmation de la souveraineté servent de levier, mais la main qui actionne ce levier vient de Moscou. Derrière la façade, les paquets russes redessinent la carte de la coopération régionale. Ce qui frappe, c'est la discrétion avec laquelle tout cela s'opère. Pas d'ultimatum, pas de campagne médiatique tapageuse. Simplement des décisions fermes, présentées comme inévitables, qui isolent la France sans l'humilier publiquement. La France, elle, hésite à réagir. Accuser Moscou de manipulation ? C'est s'exposer à une question embarrassante. Que faire concrètement ? L'option militaire n'existe pas. Un bras de fer économique serait contre-productif et pousserait davantage ces États dans les bras russes. Quant à une dénonciation publique, elle mettrait en lumière cette vérité que Paris préfère taire. Son influence en Afrique du Nord était bien plus fragile que l'on ne voulait l'admettre. Pire encore, les alliés traditionnels, notamment au sein de l'OTAN, restent à l'écart. Quand Paris tente de mobiliser ses partenaires, la réponse est polie mais froide. Il s'agit d'une affaire franco-russe, entend-on à Washington. L'Allemagne, l'Italie, même le Royaume-Uni détournent prudemment le regard. Le message est clair. La France est seule dans ce bras de fer feutré. L'isolement est peut-être plus douloureux encore que la perte des bases elles-mêmes. Dans ce climat de repli, la Russie ne dit presque rien. Quelques déclarations génériques sur le respect de la souveraineté, l'importance de la coopération, et rien de plus. Mais c'est justement ce silence, cette assurance tranquille qui trahit le sentiment que l'opération se déroule selon le plan. Les bases tombent, une à une, sans effusion de sang, sans éclat. Alors que Paris prend la mesure de la situation, une inquiétude monte. Si la France ne parvient pas à réagir, elle risque de perdre bien plus que des sites militaires. Sa crédibilité, son statut de puissance méditerranéenne, sa capacité d'influence, tout cela vacille, et le monde entier l'observe. Face à ce piège subtil, une question brûle toutes les lèvres. Quelles options restent aujourd'hui à la France et à ses dirigeants, et à quel prix ? Que faire quand toutes les issues semblent conduire à la perte ? Face à la montée silencieuse de l'influence russe et au recul progressif mais net de la présence française en Afrique du Nord et au Maghreb, Paris est à la croisée des chemins. 3 scénarios principaux se dessinent, chacun porteur de conséquences profondes pour la France, et bien au-delà. Premier scénario, la France choisit de céder en réformant discrètement sa présence militaire pour limiter la casse et sauver les apparences. C'est la tentation du repli stratégique. On réduit les effectifs, on rebaptise les accords, on parle partenariat plutôt que base, et on s'efface sans bruit. Cette option permet d'éviter l'humiliation d'une éviction brutale, mais elle entérine une perte d'influence durable. Les alliés locaux sentent le désengagement. Les rivaux, eux, accélèrent leur avancée. On échange l'influence contre la stabilité de façade, tout en perdant peu à peu la main sur les dossiers sécuritaires, économiques et diplomatiques. Deuxième scénario. Paris tente de résister, optant pour la pression, diplomatique, économique, voire militaire. Mais dans cette nouvelle ère de guerre grise, la force brute n'a plus la même place.
Les États locaux, appuyés en coulisses par la Russie, peuvent retourner toute pression contre la France elle-même. Accusations de néocolonialisme, mobilisation populaire, dénonciation dans les médias internationaux. Toute tentative de forcer la main risque de précipiter un effondrement total des relations. On ne se bat plus pour rester, on se bat pour ne pas tout perdre d'un seul coup. Troisième scénario. L'ambition. La France ose la refondation complète de sa relation avec la région, en dépassant le passé colonial, en proposant de vrais partenariats d'égal à égal, en investissant dans l'éducation, la technologie, les échanges humains. Mais soyons lucides. C'est un cap difficile, lent à mettre en place, exigeant un consensus politique interne qui fait cruellement défaut. Et pendant qu'on débat à Paris, Moscou consolide ses positions. Dans les faits, le plus probable, c'est un mélange de repli partiel et d'initiatives de façade. Quelques annonces de nouveaux projets, des discours sur l'amitié renouvelée, tandis que, sur le terrain, les drapeaux français disparaissent discrètement. Ce processus, amorcé au Sahel, s'étend maintenant au nord du Sahara, et rien n'indique qu'il va s'arrêter là. La méthode russe, créer les conditions où les partenaires de la France choisissent eux-mêmes de tourner la page, est terriblement efficace. Et ce modèle, sans affrontement direct, pourrait bien être exporté ailleurs, face à d'autres puissances occidentales aux racines fragiles. Le silence officiel de Paris n'est pas seulement une stratégie d'évitement, c'est l'aveu d'une défaite acceptée en coulisses. On évite la crise ouverte, on protège l'image, mais on enterre au passage une part essentielle du prestige français dans la région. Le prix à payer pour chaque choix est immense, perte d'influence, d'alliés, de crédibilité et de ressources. Et ce qui se joue dépasse largement la France. Un précédent est créé pour toutes les puissances installées qui reposent sur des liens historiques fragiles, face à des acteurs plus agiles, plus patients, qui savent manipuler l'architecture invisible du pouvoir. Mais qu'est-ce que cette leçon géopolitique peut enseigner à toutes les puissances établies et aux observateurs attentifs? La force ne suffit plus. Comprendre l'art invisible de l'influence moderne. Ce que révèle la perte silencieuse des bases françaises au Maghreb, c'est la montée en puissance d'une nouvelle forme d'affrontement, bien plus insidieuse, la guerre grise. Ici, il ne s'agit pas de conquérir par les armes, ni même par des ultimatums diplomatiques. La Russie, par exemple, n'a pas eu besoin d'évincer directement la France. Elle a simplement fourni à des États comme l'Algérie, la Tunisie ou la Libye les outils et le contexte pour qu'ils reprennent eux-mêmes la main. Ce sont eux qui, publiquement, négocient la redéfinition de la présence française, qui choisissent de marquer la distance, toujours à leur propre rythme et sous couvert de souveraineté retrouvée. Le génie de cette stratégie, c'est qu'elle rend l'initiative locale indiscutable, presque naturelle, alors même qu'elle s'inscrit dans une manœuvre d'influence orchestrée de l'extérieur. Pour les puissances établies, la leçon est brutale. Tout modèle reposant sur la nostalgie des liens historiques, sur la dépendance militaire ou économique, est aujourd'hui vulnérable. Les vieilles alliances ne suffisent plus, et le discours postcolonial, longtemps contenu, devient une arme politique entre les mains des États. Il permet de retourner la légitimité contre l'ancien partenaire, de justifier publiquement des ruptures sans passer pour des pions d'une puissance rivale. Dans cette nouvelle ère, la perception locale et la légitimité deviennent des leviers bien plus décisifs que les accords ou les effectifs militaires. Prenez l'exemple du Maghreb. Ce n'est pas Moscou qui dicte les décisions, mais Moscou crée la scène, offre les projecteurs et laisse les acteurs locaux écrire leurs propres scénarios. Et c'est là toute la subtilité, faire en sorte que la France apparaisse comme l'architecte de son propre retrait, pendant que la Russie ne fait que récolter les fruits d'un climat qu'elle a savamment entretenu. C'est la stratégie du coup porté avec des mains étrangères, invisibles, non revendiquées, difficiles à contrer. Il faut bien comprendre que cette méthode ne s'arrêtera pas au rivage de la Méditerranée. Ce qui se joue aujourd'hui au Maghreb pourrait demain s'appliquer à d'autres régions, à d'autres puissances occidentales. Si la France, pourtant ancrée historiquement, peut être ainsi ébranlée, alors que dire des États dont les liens sont plus récents ou plus fragiles? Ignorer ces dynamiques, c'est risquer de se retrouver isolé, privé de ses leviers d'influence,
réduit à constater sa propre marginalisation sur la scène internationale. Alors, que retenir? Pour les décideurs, il est impératif de repenser leur manière d'exister à l'étranger. Investir dans la confiance, la compréhension des aspirations locales, accepter de renoncer à certains réflexes de domination. Pour les citoyens, c'est un appel à la vigilance. Les nouveaux jeux de pouvoir ne se voient pas, mais ils redessinent déjà les équilibres du monde. Le vrai danger, c'est de s'en apercevoir trop tard. En conclusion, la vraie question n'est pas la perte de 6 bases, mais le début d'une nouvelle ère d'influence mondiale. La Méditerranée n'est que le début. Serez-vous prêt quand le prochain signal tombera dans votre capitale? Ce qui se joue ici dépasse largement le sort de 6 bases françaises. C'est une méthode, un modèle d'éviction du pouvoir sans confrontation directe, sans même hausser le ton. Juste une série de décisions locales, savamment orchestrées, qui finissent par changer l'équilibre du monde sous nos yeux. Aujourd'hui, c'est la France, symbole d'un passé et d'une influence en apparence inébranlable, qui recule. Mais demain? Ce modèle a déjà fonctionné au Sahel. Il s'exporte et il s'adapte, à mesure que les rivalités s'infiltrent dans le tissu même de nos alliances. Ce n'est pas qu'une affaire d'Hexagone ou de Méditerranée. Chaque pays dont la présence internationale s'appuie sur l'histoire, la coopération militaire ou la dépendance économique, doit ouvrir les yeux. S'informer et comprendre aujourd'hui, c'est éviter de subir demain le même sort stratégique que la France. L'érosion, discrète mais implacable, d'un pouvoir qu'on croyait acquis. Alors, la vraie question n'est plus: la France va-t-elle sauver ses bases? Mais, le monde est-il prêt à reconnaître ces nouvelles règles du jeu? À vous de rester vigilant.